y est, le timer est parti. Bonjour à tous. Je me présente, donc Philippine Lucille, directrice du pilotage du plan industrie pour le réseau BPI France, au sein d'une équipe de coordination du plan industrie chez BPI France, multimétier, dont l'objectif est de pouvoir déployer le plan industrie et encore mieux accompagner les industriels, parce qu'on a une vraie ambition chez BPI France, c'est contribuer à cette renaissance industrielle et refaire partir notre industrie dans la valeur ajoutée industrielle de la France. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour de reprendre une entreprise industrielle comme levier de transformation de l'industrie. Parce que ce qui est important, c'est que l'industrie, on en a parlé ce matin à la première conférence, l'industrie, elle était il y a 100 ans, il y a 200 ans, on était une vraie terre industrielle. Aujourd'hui, notre industrie, elle ne disparaît pas, notre industrie, elle se transforme. Et c'est cette transformation qui va faire qu'on va pouvoir gagner la bataille de l'industrie. Et pour ça, il y a quelque chose d'extrêmement important en France, c'est que quand on reprend une entreprise, on amène un nouveau regard et on va être un vecteur de transformation, de dynamisme, quel que soit finalement le profil du repreneur. On a aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Fabrice Covoët, qui est de l'entreprise Barcodis, avec une histoire de reprise industrielle, et puis Vincent Pierson, de l'entreprise Nidaplas, avec une autre histoire, et on va voir que ce sont des belles histoires de réussite. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander à chacun, en quelques minutes, de vous présenter. Vincent ? Voilà, donc mon nom est Vincent Pierson, je dirige l'entreprise Nidaplas. C'est une société active dans le secteur de l'extrusion et l'injection plastique basée à Valenciennes. On fabrique une large gamme de produits qui permet de répondre aux enjeux environnementaux de plus en plus actuels. Nos produits s'articulent autour de 3 thèmes principaux: l'aménagement des sols perméables, la gestion des eaux pluviales et, pour la partie industrielle, des produits qui permettent d'alléger les structures tout en gardant des caractéristiques techniques importantes. On a une centaine de personnes, une quarantaine d'années d'existence. On fait 24 millions de chiffres d'affaires avec 35% à l'export. J'ai repris l'entreprise en 2019 et on a déménagé vers un nouveau site industriel que vous voyez là en 2022. Fabrice ? Alors, je suis Fabrice Covoët. Je représente la société Barcodis. Barcodis, c'est quoi? C'est un acteur de la digitalisation de la supply chain. Alors, vous allez dire, quel lien avec l'industrie? Eh bien, chemin passant, on produit des étiquettes, le contenu, les datas à l'intérieur, toute la partie informatique mise en place. Et on produit aussi des machines, c'est pour ça que vous avez cette photo, qui sont capables de coller très vite des tags, des étiquettes sur les produits ou dans la logistique, sur les cartons, etc. Donc, on fait à peu près 60 millions de chiffres d'affaires, on est 220 collaborateurs et on est présent sur toute la France. Je peux dire que dans notre métier en identification automatique, je crois qu'on est un des plus gros acteurs en France. Alors ça, c'est quelque chose. Avant, j'avais créé une entreprise en partant de zéro, et ça, c'est un facteur de reprise il y a 10 ans. C'est une entreprise que j'ai repris il y a 10 ans en achetant une entreprise qui faisait 7 millions et on l'a développée. Merci beaucoup, parce qu'il n'y a quand même rien de mieux que de voir quand on est les produits et l'usine, parce que c'est ça l'industrie finalement, et on en est très fiers. Donc voilà, vous avez une présentation. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire chacun qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre une entreprise industrielle? Quels a été, finalement, il y a peut-être ici plusieurs repreneurs potentiels qui se disent sur quels critères je dois reprendre, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Est-ce que ça a été une rencontre, une opportunité, ou est-ce que ça a été vraiment très bien planifié? Vincent? Alors, en ce qui me concerne, j'avais une entreprise en Belgique que j'avais rachetée également en 2005 et qu'on a revendue en 2015 au groupe Vinci. C'était une entreprise industrielle active dans le secteur de l'énergie et des télécoms. J'ai accompagné la revente de l'entreprise. Je suis resté 2 ans après la revente de l'entreprise avec les nouveaux actionnaires. Et je me suis retrouvé à 52 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et comme moi, j'aime bien l'industrie, que j'avais une entreprise industrielle auparavant, je me suis remis en quête, en chasse, de retrouver une entreprise industrielle. Pourquoi une entreprise industrielle? Parce que j'aime la production. Je voulais une entreprise industrielle comme la précédente qui était active dans un marché porteur. Je cherchais une entreprise en Belgique
pas de bol, j'ai trouvé en France, personne n'est parfait. Et je cherchais une entreprise aussi qui était, je dirais, dans laquelle il y avait des choses à faire, il y avait des améliorations à apporter. Et comme mon entreprise précédente était aussi une ancienne filiale de multinationales, je me suis concentré sur la recherche de filiales de multinationales parce qu'on sait que quand une multinationale veut se défaire d'une entreprise, c'est qu'elle n'a souvent pas investi dans cette entreprise depuis longtemps. Et donc cette entreprise relève, voilà, peut avoir beaucoup d'opportunités devant elle, opportunités qui n'ont pas été saisies par l'actionnaire précédent. Et donc c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur Nidaplas, qui faisait partie d'un grand groupe qui faisait 4 milliards de chiffre d'affaires, et ils vendaient cette petite entreprise qui faisait 18 millions. Et je suis ravi de ce que j'ai fait. Et je cherchais une entreprise industrielle, je l'ai trouvée. Et une entreprise avec une forte croissance, et je l'ai trouvée aussi. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est donc la reprise d'une activité au sein d'un groupe. Donc c'est encore une autre, hein, c'est pas une reprise d'une entreprise dont le dirigeant cède l'entreprise, mais là on est à l'intérieur d'un groupe. Donc c'est aussi des opportunités finalement de valeur, de création de valeur, quand un grand groupe ne veut plus forcément ou ne s'intéresse pas à une activité, de pouvoir faire renaître cette entreprise. Fabrice ? Peut-être pour reparler de ça, si un grand groupe veut vendre, il veut vendre vite, parce qu'ils ont des objectifs, et donc ils doivent faire ça dans les 3 mois, dans les 6 mois. Et donc, pour ceux qui sont capables de réagir vite, c'est souvent une bonne opportunité. Alors moi, j'ai une histoire un peu croisée aussi. Je me suis retrouvé en fin d'objectif professionnel à 50 ans. J'ai cru que je pouvais passer la fin de ma vie à jouer au golf. J'ai très bien joué au golf pendant 1 an et demi, puis je me suis vraiment embêté. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je cherchais essentiellement une entreprise. Il faut savoir que sur le parcours de recherche d'une entreprise, c'est long. Il y a beaucoup de candidats à la reprise et peu d'entreprises. Donc en fait, j'ai compris que si je restais dans l'écosystème précédent, connaissant les gens, ayant un carnet d'adresses, j'irais plus vite. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance d'avoir de bonnes relations avec mes anciens clients. Et j'ai repris en fait l'entreprise d'un ancien client qui avait beaucoup de savoir-faire, mais absolument pas développé. On va dire des artisans, une belle endormie, on va dire. Donc, ça nous a permis en fait de développer plusieurs marchés, de devenir leader dans ces marchés assez rapidement. Et c'était ça l'objet. Donc aujourd'hui, on est dans un projet global d'entreprise qui, je pense, satisfait nos clients et rend heureux nos collaborateurs. Donc c'était l'objectif. Donc voilà, reprise d'une activité au sein d'un grand groupe, reprise finalement d'un gros atelier, on va en parler, hein, qui n'était pas industriel. Et avec finalement Fabrice, il s'est dit, alors comme disait Nicolas ce matin, j'ai les pieds dans la terre, mais finalement j'ai quand même les étoiles dans les yeux et je vais l'amener là-bas. Ce gros atelier, voilà. Donc c'est aussi ça, c'est avoir l'ambition d'aller, de porter, aller au niveau industriel. Et donc, finalement, j'arrive dans cette entreprise, j'en fais pas partie, je suis pas née dedans, ma famille n'est pas de cette génération-là. J'arrive un peu, est-ce que je suis légitime et qu'est-ce que je vais en faire, puisque finalement, je veux l'amener, elle est là, je veux l'amener là. Donc, comment je fais ? C'est quoi mes priorités quand j'arrive ? Je m'installe à mon bureau, c'est quoi mes premiers pas ? Et comment je fais, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je ne change pas, et sur qui je m'appuie pour cette dynamique. Alors la première chose que j'ai faite, c'est rien du tout pendant 3 à 6 mois. C'est-à-dire que l'entreprise fonctionnait. Pendant 3 à 6 mois, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai réfléchi. Chemin faisant, dans un même temps, j'ai surtout essayé de fidéliser les gens clés de l'entreprise, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où vous rachetez une PME, ça peut être une envolée de moineaux. Donc, il faut vraiment être capable d'établir une communication, un dialogue, une fidélisation des équipes. Sinon, vous perdez vos ressources. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est ce que j'ai fait, une analyse stratégique sur les clients. Et au bout de 6 mois, en fait, j'avais les clés. On a changé le business model complètement, on a changé la stratégie, on a changé le commerce. En fait, ce qui nous a aidé à avancer, c'est le développement du commerce. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on fait aussi des rachats d'entreprises. Et en fait, même schéma, on fait les intégrations par le commerce. Vous vous rendez compte que quand les équipes commencent à fonctionner ensemble,
sur des projets nouveaux, eh bien, il y a une dynamique qui se crée. Et en fait, il n'y a plus d'obstacles. Les obstacles, on les fait tomber les uns après les autres. Voilà. Moi, bon, on a une histoire un petit peu identique. Donc moi, quand je suis arrivé chez Nidaplast, tout le monde était un petit peu, je dirais, sur le qui-vive parce que la société est en vente depuis un certain temps. Ils voient arriver un petit Belge alors qu'ils sortent d'un grand groupe. Donc ils se disent, tiens, qu'est-ce qui va arriver ici? Et donc le travail a été vraiment un travail de, comme je dis, mobiliser les énergies positives, fédérer les équipes et faire adhérer au projet. Et comment on fait ça? Et j'ai un petit peu la même expérience que Fabrice. Je dis la première chose à faire, c'est écouter les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, essayer de bien comprendre le business. Et pour la petite histoire, je raconte toujours qu'au niveau de l'usine, quand je suis arrivé, j'avais regardé les comptes, il y avait 40 intérims à longueur de journée dans cette usine, incompréhensible. Et le directeur de production de l'époque voulait me présenter son plan stratégique. J'ai pris son plan, je l'ai mis dans le tiroir. J'ai dit, écoute, on va faire autrement. Et c'était la deuxième semaine, je crois. J'ai dit, on va faire autrement. J'ai pris dans l'usine 7 personnes. Je leur ai dit, écoutez, mettez-vous dans une salle pendant 3 heures. J'assiste pas à la réunion. Et à la fin des 3 heures, je viens voir ce à quoi vous êtes arrivés. Je voudrais que vous me sortiez les 2-3 idées les plus importantes pour améliorer, je dirais, l'usine et l'organisation de l'usine. Ils m'ont sorti 3 idées. J'ai dit, quelle est la plus importante? Ils m'ont dit, c'est celle-là. J'ai dit, super, on commence demain matin et on met en place le programme que vous avez décidé vous-même. Et ça m'a vraiment permis c'était un des exemples qui a permis aussi de faire adhérer l'ensemble de l'équipe, parce que c'est eux qui ont pris part aux décisions. Et comme dit Fabrice, il ne faut pas oublier, quand on arrive dans une société industrielle et dans beaucoup d'autres sociétés, on croit qu'on a les bonnes idées, mais en fait, les idées, elles sont là. Donc les gens qui travaillent dans l'entreprise depuis longtemps, qui parfois n'ont pas eu droit au chapitre, quand on leur demande leur opinion, eh bien, il y a plein d'idées qui sortent, que ce soit au niveau des nouveaux produits, au niveau de la manière de travailler et au niveau de l'usine en particulier. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y avait une certaine hiérarchie qui était imposée par les groupes. On a petit à petit coupé cette hiérarchie et responsabilisé chacun des collaborateurs. Je dis chacun est responsable de sa petite... le gars qui charge les camions, il n'a pas besoin d'avoir 2 chefs au-dessus de lui. Il sait comment il faut charger les camions. Et en mobilisant tout le monde, on a fait adhérer tout le monde au projet. Et puis après, on est passé à la deuxième étape que je raconterai plus tard, qui est d'investir fortement dans l'outil, dans la robotisation et dans le commerce. Alors juste, donc première étape qui finalement ne demande pas énormément d'argent, c'est d'écouter, de mettre ses collaborateurs dans une salle et de leur dire vous ne sortirez que quand vous aurez les bonnes idées pour améliorer la performance. Voilà, donc ensuite on a cette première étape et puis ensuite il y a comment je mets en œuvre ce qui en ressort. Et puis, il y a aussi des sujets parfois de financement, hein, en fonction de là où j'en suis dans l'entreprise, comment j'ai financé ma reprise et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, mes priorités de mise en œuvre. Alors, les outils. Les outils, c'est une manière soft de faire les choses. L'informatique, c'est clé. Alors, on est un métier de l'informatique, donc c'était peut-être plus facile pour nous que pour d'autres. Mais en fait, en mettant des outils, ça vous permet de ramener une rigueur sans mettre de pression humaine au niveau des gens. Donc on a changé le RP, on l'a reparamétré, on a refait un travail de fond sur le RP, on a installé un CRM pour toute la partie gestion commerciale, on a joué vraiment là-dessus. On a vraiment... Mon mot, c'était libérer les énergies, ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on avait plutôt une hiérarchie très verticale. En fait, on a responsabilisé chacun. Ça a été vraiment quelque chose qui a été fait avec des ateliers, les uns avec les autres, dans l'entreprise, des choses qu'on a animées. Enfin, le plus important, c'est mise en place de communication. C'est-à-dire que tous les mois, je faisais un compte-rendu du plan étape et on leur a vendu ça comme étant un projet. Donc chacun faisait partie du projet à son niveau et c'est quelque chose qui nous a vraiment tiré. Et c'est quelque chose qu'on pratique toujours. Voilà, je dirais que notre histoire est à nouveau un petit peu identique. Nous, on a vraiment responsabilisé chacun. On a fait en sorte qu'aussi l'organisation soit décloisonnée parce qu'on a souvent dans les entreprises le département informatique d'un côté, le RH de l'autre, la finance de l'autre, l'usine de l'autre côté,
le commerce de l'autre côté. Tous ces gens ne se parlaient pas, chacun faisait son travail. Et on a fait en sorte que tout soit décloisonné, que tout le monde bosse ensemble et à nouveau responsabiliser chacun et rendre une organisation la plus fluide possible. Donc on a changé dans l'organisation. Il y avait des gens qui étaient responsables de certaines choses pour la partie usine, d'autres pour le reste de l'entreprise. Bon, on a fait en sorte de créer des responsabilités qui étaient à la fois sur la partie usine et sur la partie bureau, je dirais. Et puis on a comme libéré les énergies, tout le monde était responsabilisé, même dans l'entreprise, dans l'usine, les gars, tout le monde arrivait avec des petites idées pour améliorer le business. Et donc chacun avait sa petite idée et était fier d'avoir sa petite idée. Et nous étions ravis d'avoir la petite idée qui contribuait à améliorer le business. Et puis une fois que tout le monde a embarqué là-dedans, ben, les commerciaux ont commencé à être aussi plus motivés à vendre pour trouver de l'argent, pour qu'on puisse continuer à investir. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et on a redonné une énergie folle à cette entreprise. Maintenant, on est 6 ans plus tard. Il faut retrouver encore une nouvelle énergie d'une autre manière, mais c'est une autre paire de manches. Et donc, ça a été finalement les conditions nécessaires avant d'aller investir massivement dans la robotisation, la modernisation. Il avait fallu. Donc déjà, finalement, le repreneur, c'est un catalyseur quelque part d'énergie qui sont peut-être un peu cachées dans l'entreprise. Il arrive avec son regard, avec ses finalement un peu disruptif. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui fait confiance. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y avait une question à la première conférence qui est « Mais moi, j'ai envie de reprendre une entreprise industrielle, mais finalement, il y a de la technique, je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'ils font, etc. » Oui, mais en fait, si vous avez confiance, comme Fabrice et Vincent, dans les équipes qui sont dedans et que vous amenez l'énergie et la méthodologie aussi pour remettre de la communication, de l'organisation, c'est un pas pour aller après plus loin en s'appuyant finalement sur les équipes en place. Et c'est ce qu'on vraiment on a entendu sur les 2 témoignages. Alors c'est super beau, mais quand même, il y a peut-être eu quelques freins, quelques difficultés. Est-ce que tout a été... Forcément, il y a la difficulté. En belge, on dit le PFH. On ne dit pas ça en français, donc le PFH, c'est le bulletin de facteurs humains. En France, on ne dit pas ça, mais donc le PFH, c'est pas mal. Donc il y a toujours du PFH quelque part. Donc même si l'ensemble la majorité des équipes sont motivées et embarquent, ben, il y en a toujours certains qui mettent des bâtons dans les roues. Et donc il a vraiment fallu... ces gens ont petit à petit demandé à avoir des ruptures conventionnelles. On n'a pas fait de licenciement sec. Et en fait, ils se sont fait écarter petit à petit par le reste de l'entreprise. La deuxième difficulté, c'est qu'on a décidé d'investir en ce qui nous concerne à un moment où on n'avait pas d'argent. L'entreprise n'était pas rentable. Quand je l'ai rachetée, elle perdait 800 000 euros. On a investi des sommes considérables, mais on n'était pas encore, quand on a décidé d'investir, on n'était pas encore rentable. Donc ça m'a fait passer quelques nuits blanches. Mais moi, je dis toujours, il faut être téméraire dans ses décisions d'investissement et être par la suite rigoureux dans sa gestion. Enfin, il y a eu les lourdeurs administratives qu'on connaît dans certaines organisations, entre autres l'Adréal et tout, qui nous ont donné beaucoup de lourdeurs administratives lorsqu'on a voulu déménager. Ceci étant dit, peut-être que sur un point positif, en disant qu'on n'avait pas de sous, moi j'avais un peu de sous qui revenaient de la boîte précédente que j'avais vendue. Mais une chose importante, quand les banquiers sont venus visiter l'entreprise, quand la BPI est venue, quand la région est venue, eh bien en fait, vous avez une manière encore de travailler ici de manière régionale où les banquiers viennent voir l'entreprise, ils sentent que les gens sont motivés, ils sentent que le dirigeant a un projet industriel qu'il a envie de mener à bien et ils prennent des risques en France, les banquiers et des gens comme la BPI, que certaines banques en Belgique ne prendraient jamais. Donc on se plaint parfois de la France, mais ils sont venus visiter la boîte, ils ont vu les choses et c'est vraiment ça qui les a motivés à investir et pas un plan financier. Et donc je voulais aussi faire un point à ce sujet-là. C'est agréable d'entendre des compliments de la France parce qu'on est toujours en train de s'auto-bâcher, disant que c'est mieux ailleurs. Ben là, non, voilà, les banquiers, en plus les banquiers français, par rapport aux banquiers belges. Donc moi, je dis bravo. C'est vrai. On n'avait pas préparé. Fabrice, des freins et des difficultés? Alors, les freins, la même chose, l'humain. C'est-à-dire que quand vous rachetez une entreprise, il ne faut pas arriver avec vos gros sabots parce que vous avez des gens qui sont incontournables.
quand vous faites des métiers technologiques, comme nous avec nos machines industrielles, vous vous brouillez avec le directeur technique qui a ce savoir, qui a quasiment pas de doublon, et vous perdez votre entreprise. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment la chose qu'il faut avoir en tête. Après, moi, j'ai pas pensé vraiment aux freins, en fait. Ce qui a bien marché, je peux le dire, c'est le commerce. Avec le commerce, si vous dynamisez le commerce, vous avez des moyens, vous pouvez tout vous payer. Oubliez jamais ça. Le commerce est une clé importante. Il faut être capable de dynamiser l'entreprise dès le début. Gagner de l'argent, c'est la clé de tout. Pourquoi? Parce que quand vous gagnez du pognon, les banquiers, ils vous accueillent. Vous avez la capacité d'embaucher les meilleurs. Il faut embaucher des champions aussi. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. N'oubliez jamais ça. Ce que vous payez, il y a un proverbe anglais qui dit Pay peanuts, gets monkeys. So, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Et puis, au final, on est passé de PME à ETI en 10 ans, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Donc, les freins, je les ai oubliés. En fait, j'ai pensé qu'aux opportunités. Je pense que c'est ça la clé. On s'est tous battus, on s'est tous unis. Une société est une personne morale. Il ne faut pas oublier le mot personne. Une société, c'est comme un être humain. Il a son identité, il a tout ça. Si vous le respectez, ça fonctionne. Peut-être avant de prendre peut-être des questions, on va laisser quand même le mot de la fin à nos deux intervenants. Si aujourd'hui, vous avez devant vous des repreneurs qui cherchent depuis peut-être 6 mois, 1 an, des entreprises ou des cédants, potentiels cédants, parce que ce que tu disais, Fabrice, c'est que finalement en France, il y a parfois plus de repreneurs que de cédants, ou c'est des cédants qui s'ignorent quelque part. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que leur entreprise a de la valeur ou qu'ils ne préparent pas l'entreprise. En tout cas, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'un et à l'autre pour pouvoir repartir avec ça? Premièrement, alors moi, vous me voyez, j'ai plus 25 ans, hélas, j'ai pris 10 ans. Donc, ça fait partie des questions qui me sont posées à moi maintenant. Donc, dès le début, quand j'ai lancé le projet, moi, j'ai pensé à l'étape d'après, c'est-à-dire je pensais presque déjà à la sortie. Alors, cette société, je ne la céderai pas, je la transmettrai, parce que c'est là-dessus, c'est sur ce schéma que j'ai travaillé avec les équipes. Donc, je vais m'efforcer de le faire. Les banquiers, là-dedans, auront un rôle, parce que cette entreprise, elle a pris beaucoup de valeur. Donc, certes, je la céderai peut-être 30 ou 40% moins cher que ce qu'elle vaut si je la vendais à un fonds. Mais néanmoins, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faudra que je joue effectivement avec l'aspect bancaire pour supporter cette transmission. Mais bon, c'est un choix. Et surtout, le message que je veux faire passer à celui qui cherche une entreprise, pensez toujours à ce que vous allez faire à 5 ans, à 10 ans. C'est très important. Si vous gardez le business model de l'entreprise tel qu'elle est, moi, quand j'ai repris l'entreprise, la banque qui nous a accompagnés, le banquier m'a dit « Écoute, c'est une super boîte, tu fais rien, tu attends 10 ans, dans 10 ans, tu la vends, tu as fait 30% de plus-value sur ton prix d'achat. » Je l'ai écouté, on était à 7 millions, on va en faire 65 cette année, vous voyez. Donc, il faut toujours penser en avant, essayer de créer des opportunités et n'ayez pas peur. Parce que si vous êtes entrepreneur, vous avez forcément moins peur que les autres. Soyez aussi objectif et pensez toujours à gagner de l'argent. Parce que quand vous gagnez de l'argent, notre rôle d'entrepreneur, c'est quoi? Nous, on a 250 familles à peu près autour du groupe. C'est d'assurer la pérennité de vie de 250 foyers. Si vous avez ça en tête, c'est très important. Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut gagner de l'argent. L'argent vous donne des moyens. L'argent vous permet d'investir, de racheter des entreprises, de faire de la croissance externe et d'avoir un projet. Pensez à ça. Votre projet doit vous amener à gagner de l'argent. Ne reprenez pas une entreprise par ego ou quoi que ce soit. Pensez-y bien. Voilà, et moi je voulais dire aussi, pour les gens qui cherchent des entreprises, parce qu'il y a des gens qui ont un peu de sous derrière eux, il y en a qui n'en ont pas, ne soyez humbles. Faites un travail à plein temps. La recherche d'une entreprise, c'est un boulot à plein temps. Donc moi, j'en ai repris plusieurs au cours de ma carrière. J'ai chaque fois arrêté de travailler. Ça m'a pris entre 6 mois et 1 an, entre le moment où j'ai racheté l'entreprise et le moment où je me suis mis en chasse.
prenez le temps d'analyser, et vous allez rencontrer aussi beaucoup d'entreprises qui ne gagnent pas d'argent ou qui gagnent peu d'argent. Vous allez vous dire, tiens, ça vaut pas la peine d'acheter ça parce que je gagnerai pas d'argent. Au contraire, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder les entreprises qui vont pas bien et regarder ce que vous êtes capable d'en faire. Et la difficulté, c'est que vous ne serez jamais, enfin, vous n'êtes pas, comme vous venez pas du secteur, souvent, parce que vous regardez beaucoup d'entreprises différentes, vous ne savez pas encore ce que vous pouvez faire et quels sont les leviers que vous pouvez avoir. Mais essayez d'identifier déjà un petit peu les leviers auparavant. Si vous êtes un bon commerçant et que c'est une entreprise qui ne fait pas de commerce, ben vous savez que vous arriverez à améliorer. Donc, n'hésitez pas à regarder des entreprises qui parfois ont l'air endormies. La deuxième chose, deuxième conseil, comme on l'a dit, si vous rachetez une entreprise à un moment, prenez le temps d'écouter. Ce n'est pas parce que vous sortez d'une grande école que vous êtes plus intelligent que l'ouvrier qui a travaillé 20 ans là-bas. Et alors, quand vous prenez l'entreprise, sachez très bien où vous voulez aller. Et l'industrie, c'est un investissement. Quand vous achetez une machine, elle a une durée de vie de 20, 30, 40 ans. Ne pensez pas que dans 2 ans, ça va être compliqué. Il y aura toujours une année compliquée, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, et pensez long terme. Et alors, peut-être pour revenir sur le point de la transmission, moi j'ai cédé plusieurs entreprises, et à chaque fois, j'ai vraiment tenté de privilégier la pérennité de la société et le bien-être de mes collaborateurs, et privilégier ça par rapport au chèque de sortie. J'ai passé un temps fou à ça. Donc j'ai rejeté plein d'offres vraiment pour essayer de privilégier la pérennité de la boîte et le bien-être des collaborateurs. Et j'y suis même pas toujours arrivé. Donc c'est vraiment un exercice périlleux, long. Et donc prenez le temps, si vous voulez céder votre entreprise, prenez bien le temps, ne vous précipitez pas, et prenez bien le temps de faire en sorte que vous choisissez la meilleure solution pour vos collaborateurs et pour la pérennité de la boîte. Merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner, parce que c'est un travail accompagné à la fois avant de céder, pour céder l'entreprise dans les meilleures conditions et se faire accompagner quand on reprend aussi l'entreprise. Il y a des organismes qui aident, comme le CRA, mais chez BPI France, on a aussi les missions de conseil pour accompagner, mais en fait de pas forcément rester seul, parce que c'est quand même pas forcément facile. Et puis quand on est un cédant, effectivement, penser pérennité. En termes de mots, on a entendu confiance, s'appuyer sur les équipes, avoir beaucoup d'ambition, gagner de l'argent. Penser à toutes ces familles qu'on va faire vivre, parce qu'on crée énormément de valeur, et c'est pour ça qu'on vous remercie vraiment d'avoir eu cette presque parfois folie de reprendre une entreprise et de la mener à bout. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question ? Bonjour. Merci beaucoup de vos témoignages respectifs. Je suis ici également sur un projet de reprise d'entreprise avec une dimension plutôt industrielle. Ma question était plus sur la dimension... Est-ce qu'on m'entend mieux ? Oui. Ma question était sur la dimension technique, technologique des entreprises que vous avez rachetées. Est-ce que lors de vos recherches d'entreprise, c'était quelque chose qui vous freinait ? Vous cherchiez quelque chose, une cible dans laquelle vous pouviez rentrer en détail, ou vous vous êtes dit, finalement, j'ai des équipes en place, je peux me reposer dessus ? Je vais peut-être parler là-dessus. Donc moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé ma carrière dans la banque, j'ai travaillé pour une société industrielle. Et les 2 dernières sociétés que j'ai reprises, la première, c'était avec des collaborateurs, c'était le reste du groupe AEG, donc une entreprise extrêmement technique dans l'énergie et les télécoms. Et ici, Nidaplast, une société avec une usine très technique. N'ayez pas peur de la technique, parce qu'en fait, quand vous rachetez une entreprise avec une forte composante technique, les gens qui y travaillent, ils y sont ancrés. Ils travaillent là depuis 10, 15, 20, 30 ans, et ils n'attendent qu'une chose, c'est la venue de quelqu'un qui a comme ambition de développer la société pour s'éclater au niveau technique et s'éclater dans les projets. Faites en sorte de les embarquer avec vous, mais les gens, ils sont là et ils ne demandent que ça. Et ils sont juste excités au développement. Et si vous avez une folie, un petit brin de folie sur les risques, et que vous êtes prêt à prendre des risques que les propriétaires précédents n'ont pas fait, ben les mecs, ils vont s'éclater. Et ils vont faire en sorte que votre risque il soit diminué.
Alors moi, c'est différent parce que j'étais ingénieur de formation, donc j'ai une bonne connaissance générale des techniques. Mais en fait, là où je suis le plus doué, où j'étais tombé dedans, c'est dans la soupe du commerce. Donc je me suis simplement servi de la technique comme étant un élément d'appréciation, de connaissance des marchés des entreprises. Mais ce qui m'a vraiment aidé, je suis d'accord, c'est le commerce. Ça gâche pas de savoir de quoi on parle. Je ne pense pas que j'aurais eu la confiance de développer les robots, là, les machines d'impression pose. Si j'avais pas été capable de comprendre ces machines, on les a refaites, on a fait du CIR, on les a mis communicantes, on a redéveloppé les cartes, etc. J'aurais peut-être pas eu le même coup d'œil. Mais c'est le commerce qu'a développé l'entreprise. Voilà. Je rejoins complètement ce qu'a dit Vincent. C'est le commerce qui nous a permis de faire ça. Et n'ayez pas peur de la technique parce que les gens avec qui vous allez travailler Sont vont vous meilleurs que apprendre. vous. Si vous avez une bonne tête, il n'y a pas de problème, vous allez comprendre et vous allez pouvoir décider. Ah, on a juste oublié une chose, la plus importante. Il faut que tous vos collaborateurs soient meilleurs que vous. C'est-à-dire, soyez humbles, n'ayez pas peur, embauchez les meilleurs. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Parce qu'on parle de libérer les énergies. Si vous parlez d'une énergie faible, vous n'allez pas libérer grand-chose. Donc, pour répondre à votre question aussi, c'est ça. Si votre directeur technique il est infiniment meilleur que vous, ben c'est parfait. Votre directeur commercial, votre directeur marketing, faites ça. Merci beaucoup sur ce dernier mot. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez discuter. On va laisser la place à la prochaine conférence. Merci à tous de votre présence.